Alors si parmi vous, très chers amis auditrices, auditeurs de Radio MDM, il y a des restaurateurs, des professionnels du monde de la restauration, ou même du monde associatif aussi, et qui parfois proposent des menus bodega ou autres joyeusetés, quelques minutes d'attention, s'il vous plaît. Katia et Bruno sont mes invités. Bonjour à vous deux. Bonjour. Oula, vous êtes super synchro. Ouais. Ah ouais. C'est de la folie, cette histoire. Couple à la ville comme à la scène, Katia et Bruno. Vous avez créé, il y a quelques mois de cela, une société, Biato, audit, accompagnement, conseil, formation en restauration. Avant de présenter un petit peu le détail et le fond de Biato, petit retour sur votre parcours personnel. On commence avec toi, Katia. Qu'est-ce qui vous a mené jusque-là? Bien, moi, pour commencer, bonjour tout le monde. Je suis née à Mont-de-Marsan, un jour des fêtes de la Madeleine. Ça débutait bien. Ben ouais. Mon papa a été commencé en étant cuisinier, donc puis gérant, etc. J'ai aussi de la famille qui a eu fait de la restauration. Mon parcours professionnel m'a amené à travailler dans l'alimentaire, tout le temps. Et un jour, depuis toujours en fait, j'ai toujours voulu monter ma propre société. Il se trouve que j'ai rencontré Bruno et de fil en aiguille, un matin, on s'est réveillé, on s'est dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Voilà. Quelque chose à vous deux. Quelque chose à nous deux et quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui soit dans le partage, qui soit dans l'accompagnement, dans la solidarité, dans l'aide. Vraiment dans l'aide. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'on pourrait amener aux autres pour les aider, pour que ça aille mieux pour eux. Et on s'est dit, voilà, il faut qu'on crée une société où on pourra aider les gens. Parce que un restaurateur n'a pas forcément le temps de tout voir. Et il y en a qui fonctionnent pas, ils savent pas pourquoi. Et on a la chance d'être deux, donc d'avoir du recul. Et donc du coup, on a créé Biato. Et de la complémentarité. Puis il y a des choses, on va l'évoquer vite fait ou pas. D'ailleurs, beaucoup de sortes de réglementations, de choses comme ça qui tournent autour de ces milieux de la restauration. Bruno, enchanté. Bonjour. Bonjour à tout le monde Marsan. Je suis ravi d'être invité sur Radio MDM. Alors, faut dire quand même que Katia et Bruno, ce sont de sacrés fidèles de Radio MDM. Vous passez pas mal de matinées, d'après-midi, voire même de soirées à l'écoute du 5.1 du 93.8. Ouais. Ça capte à Saint-Jean, ça se passe bien ou Ça se passe super bien. On a Internet en fait. À Saint-Jean, il y a on s'éclaire plus à la bougie, ça y est, c'est fini. Ça peut paraître bizarre, mais si vous saviez comme j'ai quelques racines du côté de Saint-Jean, de ses environs, mais là n'est pas le propos. Bruno, petit retour avec toi sur ton parcours professionnel aussi original. Tout à fait, un petit peu singulier, on va dire. Ouais, vas-y. Moi, je suis fils de charcutier traiteur. Mes parents étaient normands. Ils se sont installés à Paris, donc je suis né à Paris. Pas de chance. Et ça peut arriver. Et pour le coup, moi, je suis né dans le domaine de la restauration. Hein. Je vivais dedans au jour le jour. Et puis, j'avais l'envie de voyager et puis de servir aussi. Il faut le dire, j'ai un petit côté altruiste. Donc, je me suis engagé dans la Marine nationale. Dans la Marine nationale, j'ai choisi une spécialité qui est celle de gérant de collectivité, on va dire, de directeur de restaurant. Et j'ai donc œuvré pendant 17 ans dans cette belle institution qui est la Marine, en tenant différents restaurants, que ce soit de la restauration collective, traditionnelle. J'ai été formateur de formateurs. J'ai terminé ma carrière à Paris au cabinet du ministre de la Défense comme vice-intendant et directeur du restaurant des conseillers. Et puis il y a un moment où il faut prendre un virage, donc j'ai fait le choix de quitter cette belle institution pour trouver de nouveaux défis dans le civil. Et puis c'était le moment aussi où on s'est rencontré avec Katia, on avait des projets en commun. Et puis clairement, depuis tout petit, moi je voulais m'installer dans les Landes. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement depuis tout petit. Ça se comprend, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent ici en vacances et qui ont ce même sentiment. Et c'était un peu facile, Katia étant de Mont-de-Marsan, on a pris les valises, on est venu s'installer à Mont-de-Marsan. Et puis j'ai travaillé pendant 3 ans dans une grosse société où je tenais une grosse partie du Sud-Ouest dans différents restaurants d'EHPAD. Et effectivement, un matin, avec Katia, nous est venue cette idée de créer Biato en se disant mais quelles sont nos compétences, qu'est-ce qu'on peut apporter? On est là, on veut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Alors justement, qu'est-ce que Biato peut apporter dans ce monde de la restauration et vous êtes là pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut apporter? On peut apporter déjà une écoute,
parce qu'on peut effectuer des audits, que ce soit sur la qualité, on peut faire le client mystère. Si y a un restaurateur qui va voir son expert comptable ou son comptable et son comptable lui dit la marge elle est pas bonne. Sauf que voilà, on peut pas, chacun son métier, on peut pas tout savoir. On peut aider le restaurateur à ce niveau-là. On peut aussi aider pour la création. On peut aussi faire des formations en hygiène, puisque Biato est reconnu organisme de formation par la Directe. Il y en a l'agrément aussi de la DRAF sur la formation en hygiène. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des enquêtes de satisfaction. On peut accompagner et faire l'élaboration de menus. Voilà, ça c'est surtout sur ma partie à moi parce que voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaillais dans l'alimentaire et entre autres dans l'alimentaire bio et commerce équitable, et que pour moi le bien manger commence très tôt. Et il en va de notre santé, il en va de la santé de la planète, il en va de la santé des individus, et c'est la responsabilité de chacun. Et donc voilà, élaborer des menus en fonction de la saisonnalité des produits, en fonction aussi des personnes à qui on s'adresse. On va pas faire les mêmes pour les enfants que pour les personnes âgées que pour les adultes, en respectant le coût denrée aussi, c'est important. Tout ce qui concerne la restauration, la seule chose qu'on va pas faire, on va pas apprendre à cuisiner, voilà, parce que ça c'est pas du tout notre partie. On va pas apprendre non plus la déco, parce que c'est pas non plus notre partie. On fait plein de choses. On peut faire le contrôle d'exploitation, on peut faire du recrutement aussi et le soutien en ressources humaines. On peut rédiger également des appels d'offres pour les collectivités. Le contrôle d'exploitation, je crois que je l'ai dit. Le service en salle aussi, on peut faire la formation du service en salle. On fait aussi le plan de maîtrise sanitaire, on fait aussi le plan de nettoyage et de désinfection, on fait aussi le document unique d'évaluation des risques. Voilà, enfin c'est vraiment et après c'est en fonction de la demande. C'est disons que on s'attache vraiment à être à la disposition de la personne qui va venir nous voir et d'être vraiment à son écoute et de voir avec elle ce qu'elle aimerait, où est-ce qu'elle veut aller. Et c'est vraiment d'y aller main dans la main et de l'accompagner. C'est vraiment, c'est un travail d'équipe, quoi. Voilà. Et un accompagnement très personnalisé, parce qu'on aura bien compris, super important. À travers ce que tu dis, Katia, qu'il y a tout un tas de pièges qui sont tendus quelque part à ces gens qui se lancent dans des restos et dans des collectivités, dans des choses comme ça. Complètement. Alors pour rebondir là-dessus, on peut croire que c'est un nouveau métier. Aujourd'hui, on s'installe comme ça, c'est un nouveau métier. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font cela en France, on doit être une dizaine. Néanmoins, dans les gros groupes, je vais pas citer de marque à la radio, mais dans les gros groupes de restauration, il y a ce genre de métier. On a un directeur d'exploitation qui va tenir son restaurant, et au niveau du siège, il y a toujours un service qualité qui va accompagner le directeur dans tous les domaines qui vont être hors technique culinaire. Parce que c'est un besoin. Aujourd'hui, la réglementation est de plus en plus drastique. Parce que la concurrence est tendue, parce que financièrement c'est compliqué, et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on s'installe en tant que restaurateur, on peut pas maîtriser tous ces domaines de compétences. Nous-mêmes, on est obligé de se mettre à la page régulièrement. On consacre une journée par semaine. C'est important en termes de temps. Hein. On passe une journée par semaine à se mettre à jour au niveau réglementaire. Un restaurateur, il n'a pas le temps de le faire. Et très vite, il peut être dépassé s'il n'a pas ce soutien. Alors c'est vrai que il va avoir le soutien de son comptable. Mais encore une fois, comme le disait Katia tout à l'heure, un comptable, il peut pas apporter le soutien technique que pourrait avoir besoin un restaurateur. Et on a rencontré des comptables qui nous ont dit mais moi j'aimerais bien pouvoir aider mes clients restaurateurs parce que je leur dis voilà, au niveau de la marge vous êtes un peu juste, sauf qu'ils n'ont pas de solution. Et nous les solutions on les a par l'expérience, le regard, le recul qu'on peut avoir. Là encore les restaurateurs ont souvent le nez dans le guidon, c'est un métier difficile, on se lève tôt le matin, on a le nez dans les fourneaux, et ce recul nécessaire à la gestion d'entreprise, ils peuvent pas l'avoir, c'est pas possible. À moins d'avoir un gros restaurant et de faire que ça. Mais voilà, nous on peut apporter cela. Je pense que c'est un soutien important. Là, on a travaillé dernièrement sur un établissement où juste en 2 jours d'audit, en peu de temps, on a dit mais monsieur, vous pouvez gagner 140 000 euros par an. Parce que nous, on a repéré quelque chose en disant attention, là vous perdez 140 000 euros par an sur quelque chose de très simple. Bon. Alors, en passant 2 jours comme ça sur le restaurant, le fonctionnement, vous regardez, vous êtes en observation, vous prenez des notes au fur et à mesure. Juste sur ça, vous pouvez avoir comme ça complètement. Après, on a aussi accès. Alors, c'est pas que du visuel. On a aussi accès aux données, aux marchandises qu'ils achètent, etc. Il y a ce qu'ils font. Et oui, on s'aperçoit qu'il y a des choses. Là, vous dépensez, mais c'est un poste où
vous pourriez dépenser beaucoup moins et consacrer des investissements ailleurs. Donc ouais. Voilà. Après, là on parle des restaurateurs. Il faut savoir que la restauration elle est partout. Vous allez la voir dans des cliniques, dans des EHPAD, dans des restaurants d'entreprise, dans les associations. On l'a vu tout à l'heure. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. Et là aussi on peut intervenir parce que la restauration elle est partout. Et c'est vrai que dans une entreprise ou même dans une clinique, un hôpital. Souvent, c'est quelque chose qui est mis un peu de côté parce que on se dit ça va rouler tout seul. Au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'il y a des investissements à faire, qu'il y a du personnel à gérer, que là encore, il faut se mettre à jour au niveau de la réglementation. Et souvent, on est un peu perdu. Et là, nous, on peut intervenir. On a le recul nécessaire. Et toutefois, si on n'a pas le recul nécessaire, on a le réseau qui va nous permettre d'apporter l'information. Ouais, parce que sur les collectivités comme ça, il y a pas de personnes dévouées à cet aspect-là, quoi. Ils sont suffisamment pointus dans leur style, dans les cliniques ou les hôpitaux. Vous faites le lien sur cet aspect-là. On a évoqué aussi le monde associatif. Alors j'imagine que à l'attaque de cette période estivale, bodega, fête et feria, donc vous êtes assez friand. Je sais pas si on s'étend sur le sujet, là aussi, vous avez déjà commencé quelques actions et puis il y a des choses à faire avec eux, quoi, avec les associations. Alors, pour les associations, on s'est rendu compte d'un point important. Les associations sont soumises à la même réglementation qu'un restaurant normal. Ils ont l'obligation d'effectuer une formation de 14 heures qui représente un coût certain. Et là, nous, on s'est dit, on vous l'a dit tout à l'heure, on a cette vocation de dimension humaine. On s'est dit, mais comment une association aujourd'hui peut dépenser une telle somme d'argent rien que pour une formation, pour ensuite tenir leur bodega ou alors on en a discuté, on a vu des associations qui ont mis fin à leur activité de restauration à cause de cette contrainte. Nous, ça nous ennuie un petit peu, on est dans cette envie de partage, donc on a quelques idées et du coup, Katia, je te laisse la parole sur le sujet. Alors pourquoi les associations? Enfin, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que ce soit dans le privé, enfin tous les professionnels, même que ce soit une création d'entreprise, une reprise d'entreprise, il y a des subventions qui existent. Les associations, si elles veulent faire, elles ont l'obligation, et si jamais elles veulent faire cette formation-là, c'est pour leur pomme. Donc, voilà, moi et nous, ça nous embête un petit peu. Donc, du coup, on s'est dit comment on pourrait faire, et de ce fait, alors effectivement, on a un calendrier qui est établi avec les formations, etc. Mais on s'est dit, voilà, pour les associations, autant le faire à leur demande. Si elles se groupent, en fait, elles pourront bénéficier de tarifs super avantageux. Donc, du coup, je profite d'être à l'antenne pour dire que au monde associatif, qu'il est important qu'il y ait une personne qui soit formée qui ait cette formation-là et qui doit être présente le jour où il y a le repas. Voilà, puisque c'est quelque chose qui est nominatif. Et du coup, là, on va lancer un appel, puisque on va leur donner un mot de passe qui est MDM 40 Biato, et toutes les personnes qui nous contacteront avec ce mot de passe-là bénéficieront de 40% de remise sur la formation. Et on aimerait beaucoup que les associations en bénéficient, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Il y en a beaucoup qui sont hors légalité, entre guillemets. Et ça serait vraiment dommage parce que c'est quelque chose qui fait vivre notre territoire, c'est quelque chose qui amène des gens, et puis on est dans le partage. Et voilà, pour moi le mot le plus essentiel, c'est le partage et la convivialité. Puisque tu as évoqué le fait de vous contacter avec ce mot de passe que tu rappelleras, comment est-ce qu'on vous contacte, Katia? Alors, plusieurs contacts. Le premier par notre adresse mail qui est contact@biato.fr. Il y a également le site de Biato, www.biato.fr. Vous avez également une page Facebook. Alors, tout le monde n'est pas sur Facebook, mais même si vous n'êtes pas identifié, vous avez la possibilité d'accéder à la page Facebook de Biato. On répond en général dans les 2-3 heures. Après, il y a également nos numéros de téléphone qui sont sur le site internet. Donc, vous pouvez nous contacter sans aucun souci et au contraire avec grand plaisir. Et là, du coup, en vous contactant, hop, le petit mot passe qui va bien. Le petit mot qui est, je le répète, MDM 40 Biato. Et 40% donc de réduction sur ces formations. Et pourquoi 40 ? Parce que c'est le numéro du département, donc on s'est dit, allez hop, on met 40. Tu l'as évoqué, Katia, au début de notre entretien, le côté identité culturelle hollandaise, et du coup ça te plaît et ça vous plaît, ça on y tient, moi j'y tiens, je suis fière de mes racines, on est dans un endroit, franchement, voilà, tous les jours on se dit, mais
Voilà, on a la forêt, on a l'océan, on a la montagne pas loin. Et du coup, quand on a créé la société, on n'avait pas de nom. Enfin, on avait un nom qui était nul, finalement. On peut dire ça. Enfin, qui était moins bien que celui-ci. Et du coup, on s'est dit, bon, il faut qu'on ait un nom qui ait une identité culturelle. Et un soir, Bruno est de son côté, moi du mien, et on regarde, donc on ouvre un dictionnaire gascon de 1880, on est chacun sur notre ordi, et Bruno me dit, mais moi j'ai fait une liste, et il y a 25 noms, et faut que t'en choisisses un. Ah, je lui dis, écoute, moi il y en a qu'un qui me plaît. Il me dit, moi aussi. Ah, ben c'est lequel? Ben c'est bientôt. Et en fait, bientôt signifie repas, bonne rencontre, quête et présent. Et on s'est dit, mais c'est ça. C'est ça, c'est exactement l'esprit que nous avons et qu'on veut donner à cette société. Voilà, le côté humain, le côté repas, bonne rencontre, le côté convivial, de quête, de présent. Et voilà, parce que effectivement, que ce soit une formation qu'on fasse, que ce soit un audit, on laisse pas tomber les gens après. Ils peuvent nous appeler, on les appelle, on va aussi faire, même quand on fait une formation hygiène, on y retourne 2-3 mois après pour voir s'il y a des choses, s'il y a des questions, et on est toujours en contact avec toutes les personnes qu'on a formées, et c'est super, quoi, parce que c'est vraiment un partenariat et un travail d'équipe, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Vous aurez bien compris que Katia et Bruno sont évidemment de vrais passionnés de leur métier, de leur profession, et qui portent donc leur projet avec beaucoup d'envie. On saurait trop vous conseiller de suivre donc les petits conseils et d'aller les rencontrer. J'espère que ça éclaircit un petit peu, parce qu'après dans la réglementation, tu l'évoquais un peu Bruno, il y a plein de choses très très compliquées. Ouais. Forcément, ça c'est un côté qui entougne, quoi. Alors ce qui est rigolo, c'est que tu fais la grimace. Moi, au contraire, ça me passionne. C'est vrai. Ouais. Parce que la réglementation, elle a pour but d'améliorer la façon de travailler. Et alors il y a un petit historique sur la réglementation hygiène, c'est que voilà, mon texte de prédilection, qui est sur notre table de chevet, tous les soirs je le lis. C'est sur la sienne. C'est l'arrêté du 29 septembre 97. Carrément. Oui. En 1997, l'Europe, ou du moins c'est un arrêté français, donc la France décide de mettre quelque chose en place qui consiste à dire, vous êtes professionnel de la restauration, du moins dans la restauration collective à caractère social, vous êtes professionnel, vous n'avez pas d'obligation de moyens, mais seule une obligation de résultat. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Pardon. Ah, merci. Et vous êtes des professionnels. Vous devez tenir votre établissement dans les meilleures conditions d'hygiène possibles. Il faut savoir qu'avant, c'était des réglementations drastiques qui disaient, je sais pas moi, le carrelage doit être à hauteur de 1m10, c'est tel type de carrelage, le robinet doit être comme ci, comme ça. Ce qui fait que c'était un petit peu compliqué à mettre en place, parce que on peut faire de la restauration sous tente, dans des vieux locaux, et là c'était compliqué d'être en phase avec la réglementation. Aujourd'hui, ce qui est intéressant depuis cette prise de conscience, c'est de dire voilà, on va vous donner une méthode, c'est la méthode HACCP. Beaucoup de gens en ont parlé. Alors par extension, on parle de HACCP et on fait un amalgame avec l'hygiène. Le HACCP, c'était juste une méthode qui a été utilisée dans les années 60 par l'industrie chimique, qui a été ensuite repris par la NASA pour envoyer des spationautes dans l'espace et pour assurer une alimentation saine, pour éviter de faire redescendre des spationautes ou qu'ils aient simplement une gastro. Enfin, c'est un peu délicat dans l'espace. Ah, ça coûte un peu cher aussi. C'est clair, ça coûte très très cher. Donc ça a été mis en place en 97 pour toute la restauration collective. Aujourd'hui encore, bizarrement, on voit des cantines scolaires qui l'ont pas encore mis en place parce que ça prend du temps. Il y a un vrai problème de mentalité sur ces structures. Il y a une peur aussi. Les gens ont peur de ces nouvelles méthodes, alors que clairement, nous qui l'enseignons régulièrement, c'est il faut casser les murs, il faut briser les anciennes mentalités, expliquer, être très pédagogue, et ça se fait très simplement. Ce sont des choses tout à fait logiques que même nos grands-parents, enfin nos grands-mères dans les fermes mettaient en place au niveau de l'hygiène. C'est quelque chose d'assez ancestral, sinon on n'en serait pas là. Et puis ça a évolué. En 2009, il y a un autre arrêté qui a étendu un peu cette réglementation à tous ceux qui font de l'activité liée à la production alimentaire d'origine animale. Et puis en 2011, là vient cette nouvel arrêté ou décret qui oblige toute personne travaillant dans la restauration à avoir cette fameuse formation de 14 heures dont Katia parlait tout à l'heure. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que
petit à petit, on s'inscrit dans ce qu'on appelle le paquet hygiène. Le paquet hygiène, ça a été initié par l'Europe. C'est plus communément appelé de la fourche à la fourchette. Alors il y a des obligations qui sont données aux agriculteurs aujourd'hui, qui sont drastiques. Pour en avoir parlé avec plusieurs agriculteurs, quelquefois c'est très compliqué pour eux à mettre en place. Je trouve que pour les restaurateurs, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus fluide. Et l'idée, c'est que évidemment, si les agriculteurs mettent en place des choses drastiques pour l'hygiène, il est important qu'en bout de chaîne, le restaurateur apporte la même rigueur en termes d'hygiène. Et dans ce cadre-là, on a cette obligation de formation de 14 heures pour certains types de restauration. Alors, il faut savoir que pour la restauration collective, cette formation elle n'est pas obligatoire. On considère que ce sont des gens qui sont formés régulièrement. Donc eux ont un texte un petit peu à part et on va distinguer la restauration collective de la restauration traditionnelle. Voilà. Donc, et je te promets, Bruno, je ferai plus la grimace quand on parlera de réglementation et de choses comme ça. Tu me le prêteras, le livre de chevet, là, le 29 septembre. C'est passionnant parce qu'il y a un côté historique, il y a une prise de conscience, il y a un changement des mentalités, je dirais même une évolution de notre société en règle générale. Et c'est vrai que le côté légal peut être un petit peu rébarbatif, mais derrière ça, il y a une volonté de faire bien, et il y a une volonté de changer les choses. Et lorsqu'on en prend conscience, lorsque les gens s'approprient les textes, c'est aussi notre métier. C'est qu'on a affaire à des restaurateurs qui des fois peuvent faire la grimace tout à fait comme toi. Dans les associations, c'est la même chose. Et lorsqu'on explique les choses clairement, en disant mais attention, c'est pas une grosse contrainte, c'est simplement une prise de conscience et de maîtriser ce que je fais. Souvent, je prends l'exemple du chauffeur de car. Le chauffeur de car qui emmène nos enfants à l'école, si il roule à 140 sur la nationale, on va dire oh là là, mais c'est un fou. En revanche, si avec sa 4L il roule à 140 sur la nationale, ce qui est peu probable, mais s'il le fait, on dit bon après tout, il va se faire choper par les gendarmes, c'est son problème. Mais en tant que professionnel, on attend à ce qu'il respecte le code. Pour les restaurateurs, le public attend la même chose. On attend d'avoir une alimentation saine. On fait ce qu'on veut à la maison, mais lorsqu'on va manger au restaurant, on apprécie, ou même pourquoi pas dans une bodega, on apprécie rarement d'être malade en arrivant à la maison. C'est vrai. La pédagogie aussi, ça fait partie, on l'aura compris à l'occasion de cet échange, de votre métier, de votre cœur de métier. On sent que vous faites ça avec beaucoup de passion et puis d'expertise aussi, parce qu'il faut bien évidemment connaître tout ça. Parfait, j'espère qu'on aura éclairé la lanterne de certains auditrices, auditeurs donc aujourd'hui. Je vais vous remercier, Katia et Bruno, d'être venus partager ce moment sur notre antenne. Merci bientôt, audit, accompagnement, conseil, formation. Une dernière fois le mot de passe peut-être dont tu parlais tout à l'heure, Katia. MDM 40 en chiffres, bientôt. Ouais. Juste si je pouvais ajouter quelque chose, je parce que j'ai eu une information cette semaine qui m'a hérissé le poil. J'ai appris que en restauration rapide, c'est un peu la mode. Beaucoup de gens ouvrent des restaurants rapides, que ce soit du food truck ou peu importe. Dans l'idée, aujourd'hui, il y a un tiers de ces restaurants qui ferment au bout de 6 mois, ce qui est énorme. Un quart ferme au bout de 3 ans. Donc là encore, c'est un peu dommage de se lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle vie, quand on n'a pas cette prise de recul. Et nous, on peut accompagner là-dessus. Et sans parler de chiffres, il vaut mieux investir un petit montant et être sûr de ce que l'on fait, plutôt que de se lancer dans une aventure où ça termine malheureusement quelquefois en catastrophe. Ça va être des années pour rembourser un emprunt qu'on a souscrit. Ça va être quelquefois un divorce, quelquefois. Vous voyez, ces choses-là, on les prend à cœur parce que derrière il y a des humains. Voilà, derrière chaque exploitation, il y a des humains, il y a des aventures humaines, quelquefois il y a des drames qui peuvent être évités. Donc bon, là-dessus n'hésitez pas à nous appeler. Et un conseil, encore une fois, c'est gratuit, on peut nous appeler et voilà. Vous pouvez tisser le lien comme ça dans un premier temps, avant, après de travailler. Bien sûr. Merci beaucoup, Katia, Bruno. Alors, une petite histoire comme ça, Katia, Bruno, un jour, ils écoutaient MDM, comme tous les jours d'ailleurs. Oh, puis il y a un morceau qui part, un petit truc un peu festif, un peu rock'n'roll. Et Bruno, il dit à Katia, mais je connais ce truc. Alors, ils étaient venus quand on a préparé cet entretien. Il dit, mais Jadot, mais Bruno a entendu un truc qui fait festif, mais il y a de la guitare et tout. Je creuse la tête, et puis mais évidemment, bien sûr, en plus, c'est votre serviteur qui t'avais kiffé ce titre. Ah, j'adore. J'adore. Tu t'étais dit, bam, tiens, celui-là. One again. Yeah, envoie. Bino Gliego avec le flagrant délire et Jeannot pour vous servir. Merci beaucoup, Bruno et Katia. Merci. Avec plaisir.
hacía frío en el tren. Me pareció que de repente fue en otro país. Aquella gente que música nueva para mí. Lo que viejo se me acercó y así me habló. Ven a brindar con vino griego de tierra natal. El vino rojo que te hará recordar un huevo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el recuerdo de volver al hogar. Me hablaron de la que quieren de partir, de cómo para estar las novias quedaron allí. Y ahí quedó todos ellos el corazón. Quizás un día les siga la fortuna sonreír. Muy pronto me ha de recordar a que estuvo ahí y volverá al huevo blanco al hogar. Ven a brindar con vino griego de tierra natal. El vino rojo que me hará recordar un huevo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el recuerdo de volver al hogar. Le agradecemos a todos los músicos de las bandas y especialmente los de Pómares que tocan esta música desde siempre. Los de Sábane para la letra de la canción y los de la muy famosa banda Ulala, Ulala. Y ahora vamos a acompañar en su huevo blanco al viejo hombre de la canción y vamos a brindar con vino griego, con vino rojo o blanco o lo que queréis. Vamos a brindar por todas las fiestas populares y por la felicidad de estar juntos. Tierra natal, el vino rojo te dará a recordar un huevo blanco que dejé detrás del mar.